Bonjour et bienvenue au studio. Aujourd'hui, nous retrouvons Ilan Nguyen, maître de conférence à l'Université des Arts de Tokyo, pour parler animation japonaise et particulièrement des origines de l'animation au Japon. Ilan-san, konnichiwa. Pardon, je ne sais pas pourquoi je te parle en japonais. Bonjour Ilan. Bonjour. Alors, Ilan, aujourd'hui, on peut dire que l'animation japonaise est l'une des plus importantes au monde. Mais avec toi, on va parler des origines de l'animation au Japon. Et est-ce qu'on peut dire justement que la tradition picturale japonaise a été propice au développement du cinéma d'animation au Japon? On peut dire ça, et certains observateurs le disent, mais c'est toujours une affirmation qui est bien sûr à prendre avec prudence. Il ne s'agit pas d'entrer dans une vision essentialiste. Simplement, effectivement, si on s'intéresse un peu à l'histoire de l'art et qu'on balaye un petit peu la production picturale, graphique du Japon classique, je dirais, il y a notamment un ouvrage d'un cinéaste d'animation qui est bien connu, qui s'appelle Takahata Isao, qui parle de dessin animé du XIIe siècle. En fait, c'est un livre qui est une étude très détaillée, très minutieuse, sur la forme en jeu, le travail formel, le travail graphique des auteurs inconnus, donc des rouleaux peints, des rouleaux illustrés japonais. On connaît bien sûr le rouleau des animaux, par exemple, qui est très, très connu. Évidemment, le format est importé de Chine, mais les Japonais ont mis en image des récits de leur propre chef, de leur côté, en utilisant ce format. Et donc, oui, il y a quelque chose en jeu dans les représentations qui sont celles que mettent en œuvre les Japonais, qui diffèrent sensiblement de ce qui s'est fait en Chine. Les rouleaux chinois sont beaucoup plus illustratifs, effectivement, beaucoup plus stabiles, je dirais. Il y a en jeu dans les rouleaux japonais illustrés une dimension très dynamique, une dimension très ancrée sur l'instantanéité, le fait d'essayer de capter un moment très fugace, un moment, par exemple, un personnage qui chute, et donc moins d'une seconde plus tard, il sera dans une position complètement différente, essayer de capter cette fugacité de l'instant. Ça, c'est très très net, c'est très perceptible dans l'imagerie japonaise, dans la manière dont les Japonais ont créé ces images. Et on pourrait bien sûr le mettre en relation avec ce qu'écrit un philosophe comme Kato Shuichi, Le temps et l'espace dans la culture japonaise, qui a été traduit en français. Et donc, où Kato essaye d'écrire comme ça la perception du temps chez les Japonais de manière spécifique. Et ça, c'est tout à fait passionnant, bien sûr. Il y a un autre aspect qu'on peut citer, par exemple, comme lié peut-être d'une certaine manière au développement et à la popularité du cinéma en tant que registre formel au Japon dès ses débuts, c'est ce qu'on appelle les lanternes magiques. Et les lanternes occidentales sont très lourdes et sont très fixes. Il y a déjà l'idée effectivement qu'on projette sur un mur des images qui sont dessinées sur des plaques de verre posées devant effectivement une source de lumière qui va du coup permettre de projeter l'image. Et les lanternes occidentales sont vraiment presque inamovibles, je dirais. Alors que les Japonais ont mis en place, sous le terme donc c'est utsuchie, ce sont ces images projetées, des lanternes qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus en bois, beaucoup plus dynamiques. Et donc, ils ont mis en place un mode de manipulation qui permettait d'avoir pour chaque personnage une image avec une lanterne, une source de lumière, dans une petite boîte en bois, et un manipulateur par boîte. Donc, ce qui leur permettait sur un écran relativement large, un grand écran, comme ça, un rideau, de pouvoir déplacer l'image, chacun séparément, vous voyez, et donc de créer effectivement déjà des situations qui sont des situations dramatiques, des situations qui préfigurent le cinéma d'une certaine manière. Donc là, on est encore dans la préhistoire du cinéma d'animation. Tout à fait. Concrètement, à quand est-ce qu'on peut dater le début du cinéma d'animation au Japon? Alors, il faudrait préciser bien sûr ça par rapport au début du cinéma en tant que tel, c'est-à-dire que le cinématographe Lumière en 1895, les opérateurs Lumière qui arrivent au Japon dans ces différents tours du monde dès 1896, 1898 et qui présentent la technique, donc l'outil technique de la caméra Lumière, qui filme au Japon, qui organise des projections. Et les Japonais, évidemment, se sont pris d'un engouement très rapide pour le cinéma. Effectivement, ça leur parle, c'est très... donc les films commencent à arriver dès le début du XXe siècle en fait. Des films d'animation, les premiers films d'animation. Alors on peut parler par exemple un film comme le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui date de la toute fin du XIXe siècle. On sait qu'il est arrivé au Japon au plus tard vers 1903 par exemple. Il y a aussi un film de James Stuart Blackton, donc animé en fait en image par image en dessinant sur un tableau à la craie
des visages qui vont donc s'animer. Ça, ce sont des querelles évidemment théoriques. La plupart des observateurs en France datent le début par exemple, du dessin animé cinématographique au travail d'Émile Cole en 1908. Et donc, on a par exemple le premier dessin animé d'Émile Cole à être parvenu au Japon, c'est 1912. Les exploits de Feu Follet. Donc on peut retrouver comme ça des traces de l'arrivée de films étrangers, mais c'est toujours très compliqué. Il y a un problème foncier en fait pour l'histoire du cinéma, pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à l'histoire du cinéma au Japon, c'est que on est dans un rapport souvent très très indirect au film, parce que il y a beaucoup d'occasions qui se sont produites pour que les films soient perdus. La première d'entre elles, évidemment, c'est le grand séisme en 1923 à Tokyo, qui a détruit très largement la ville et qui a détruit presque tout de ce qui avait trait au cinéma jusqu'alors. C'est la Cinémathèque japonaise, donc l'ancien National Film Center, qui s'appelle aujourd'hui le National Film Archive of Japan, donc les archives nationales du film du Japon, avait calculé en fait que pour l'ensemble de la production cinématographique, donc y compris en prise de vue réelle, donc principalement en prise de vue réelle, du Japon antérieur à 1923, antérieur au séisme, on subsiste de nos jours 4% des films produits. Ah oui, c'est presque rien. 96% presque tout ce qui a été produit de films au Japon, y compris l'animation, en fait, a disparu et on ne peut plus voir ces films. Et pendant très longtemps, en fait, on n'avait aucun film d'animation subsistant antérieur à 1923. On a considéré que tout avait disparu. Et en fait, c'est une histoire qui continue à s'écrire. C'est une histoire qui est sans arrêt, effectivement, en évolution, en progrès, parce qu'on découvre des films. Donc, au début des années 2000, on a retrouvé 2 films d'animation faits au Japon, donc pour être distribués en salle, et antérieurs à 1923. Et jusqu'alors, on n'en avait aucun. On avait des traces de l'existence des films dans les revues, par exemple, les revues de cinéma. On pouvait trouver des titres et des noms de réalisateurs dont on savait qu'ils avaient fait des films d'animation. Et donc, on pouvait supposer qu'il s'agissait de films d'animation. Mais est-ce que donc, tu peux nous parler justement de ces premières productions japonaises, j'entends? Oui, il y a notamment un premier fragment de film avec une 50aine de photogrammes, donc c'est très court. À l'époque, le cinéma défile à 16 images par seconde, donc c'est l'équivalent en gros de 3 secondes de film, qui était destiné en fait à être projeté de façon domestique sur un projecteur, donc pour une audience familiale. C'était donc des petits films qu'on pouvait essayer de faire boucler. C'est aussi une forme de pré-cinéma d'une certaine manière. Et là, c'est un film qui est souvent qui est daté de manière hypothétique aux alentours de 1907 et qui est un petit film d'animation effectivement avec un petit personnage qui se retourne, qui fait un salut comme ça militaire. Ça, c'est un film qui a été fait au Japon, qui n'est pas un film importé effectivement dont on ignore l'auteur. On pourrait donc le considérer comme une première étape. Ensuite, les premiers films qui ont été produits par des Japonais pour être montrés en salle sont des films qui ont tous été distribués, c'est-à-dire projetés en salle en 1917. Et donc qui ont été produits dans les années précédentes, à partir de 1914-1915. Des Japonais commencent à réaliser des films d'animation de manière un petit peu à tâtons, comme ça, parce que l'un des enjeux importants à saisir aussi, c'est que les Japonais n'ont eu aucun enseignement pratique direct de ce qu'était le cinéma d'animation. À la différence de la quasi-totalité en fait, des domaines du savoir qui ont fait l'objet effectivement d'un travail d'acquisition et d'apprentissage, de formation du côté japonais, en invitant des formateurs étrangers ou en envoyant des étudiants japonais se former à l'étranger directement auprès de ces sources de savoir. Pour le cinéma d'animation, en fait, il y a eu des films qui sont arrivés, comme on l'a dit, qui ont été projetés en salle et qui ont suscité des vocations. Les Japonais ont vu ces films et se sont dit, on pourrait essayer de faire la même chose. Peut-être qu'ils ont regardé, ils ont pu peut-être avoir accès aux bobines, donc de ces films en 35 mm. Peut-être qu'ils ont pu se constater que d'une image à l'autre, il y avait une très légère différence et que c'était peut-être là le principe qu'il s'agissait d'explorer. Et en tout cas, on a plusieurs pionniers japonais, au moins 3 pionniers japonais qui ont commencé à travailler sur des films qui vont, pour les uns et les autres, être achevés et présentés en 1917. D'accord, et donc ils travaillent avec quelle technique justement? Ils travaillent avec la technique principalement du papier découpé. L'un des films qui a été retrouvé dans les années 2000, et donc, qui s'appelle Namako Nagatana, donc Le sabre émoussé, qui est un film dont la découverte elle-même en fait, s'est faite par étapes, avec différents fragments qui ont été retrouvés séparément. Et donc la forme connue du film continue à évoluer là aussi. C'est un film qui est basé sur le principe d'animer des personnages donc en papier découpé sous la forme d'éléments articulés plus ou moins. Donc certains ne sont pas articulés. Donc par exemple on découpe les éléments du visage, donc les yeux, les sourcils, la bouche,
et on les anime donc pour composer un ensemble donc, qui va être filmé image par image. Et donc c'est une petite histoire donc, qui a aussi, pour certains plans, fait appel à la technique du film de silhouette. C'est-à-dire c'est aussi du papier découpé, mais pour lequel on a des éléments qui sont opaques à l'image et qui ressortent effectivement comme des ombres chinoises, comme dans le théâtre d'ombre. Et donc il y a quelques plans du film qui sont en animation de silhouette, mais le reste est en animation de papier découpé classique, je dirais. Voilà. Et donc là, on est dans le muet, bien sûr. Ensuite, Oui. le parlant va arriver. Quelle influence va avoir justement le parlant sur le cinéma d'animation en particulier? Alors en réalité, on sait bien que dans un pays comme le Japon, et pas seulement bien sûr, mais au Japon en particulier, le cinéma n'a jamais été vraiment muet. Il y a eu bien sûr la présence des benshi, Oui. ces fameux bonimenteurs, des conteurs de cinéma qui se produisaient comme il existe au Japon, bien sûr, tous ces registres de la parole comme art, le rakugo, etc. Donc voilà, le cinéma n'a jamais été muet. Il n'a pas forcément été strictement en noir et blanc non plus, parce qu'on pouvait aussi coloriser les images, mettre en couleur les pellicules. Bon, ça c'est une autre histoire, mais cette révolution du cinéma parlant qui change la donne dans tous les pays qui produisent du cinéma, change la donne aussi pour l'animation. Et donc, beaucoup de films qui ont été produits jusqu'alors et qui étaient projetés, d'une certaine manière, prennent un coup de vieux d'un seul coup et du coup sont moins montrés. Évidemment, il y a cette notion de vogue. Mais au Japon, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi le développement d'un autre sous-continent du cinéma. En fait, il y a tout un marché au Japon qui s'est développé du cinéma domestique, du cinéma à la maison, pour le dire comme ça a existé par la suite dans d'autres pays, sous un format assez étonnant pour nous. C'est-à-dire que le cinéma domestique, le cinéma amateur ou le cinéma de petit format est souvent associé de façon décisive à un format français qui s'appelle le Pathé Baby. La marque Pathé a développé en fait des mini-caméras au format 9 mm et demi qui permettaient en fait de filmer, qui étaient destinés effectivement aux cinéastes amateurs. Là, en l'occurrence, les Japonais ont développé ce qu'ils ont appelé un format des films jouets, qui sont en fait des bandes 35 mm, c'est-à-dire 3 cm et demi de largeur pour la pellicule. C'est le même format que donc, pour les salles de cinéma, avec des films beaucoup plus courts, qui sont de 50 pieds ou 100 pieds donc, de métrage. Et donc c'est quelques minutes, c'est 2-3 minutes de film, et qui peuvent être manipulés donc, avec une manivelle, y compris par des enfants. Donc ce sont des appareils, des jouets optiques qui permettent de montrer par contre effectivement des films 35 mm qui, pour certains, sont dérivés évidemment des circuits de cinéma. C'est-à-dire des films qui sont sortis en salle vont sortir dans une version film jouet, donc très réduite. C'est déjà l'idée du montage des meilleurs extraits en 2-3 minutes. Certains longs métrages vont être réduits comme ça en 2-3 minutes. Beaucoup de films donc, étrangers comme japonais, des films évidemment des genres en vogue, c'est-à-dire pour le film japonais c'est les films de sabre évidemment. Pour les films étrangers, ça peut être les formats en vogue effectivement de la comédie, du burlesque, mais aussi des dessins animés, des dessins animés étrangers, des films de Disney et autres, des productions flasher et autres, et des films japonais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce format a aussi suscité en fait une production spécifique. Il y a des films qui ont été produits en tant que films jouets. Et donc il y a tout un continent submergé, un continent inconnu de films qui ont été produits sans jamais être diffusés en salle, et dont on ignore l'existence en réalité, parce que beaucoup ont été perdus évidemment. Ce sont des films qui sont sur des supports pellicules souvent assez fragiles, sur des pellicules inflammables. Mais donc il y a des centaines de films japonais d'animation qui ont été produits et dont on ignore tout en réalité. Tu citais là justement les frères Fleischer. Est-ce que justement, à la manière d'un Walt Disney ou bien des frères Fleischer, il y a des pionniers de l'animation avant-guerre au Japon? Bien sûr, il y a des pionniers, mais qui sont évidemment bien moins connus que les Disney de cette époque-là. Parce qu'en fait, beaucoup des productions de cinéma d'animation à l'époque pouvaient exister et avoir une certaine renommée, souvent davantage pour les personnages que pour le nom des réalisateurs ou des producteurs. C'est-à-dire qu'on connaissait Félix le Chat, on connaissait Popeye, plus que le nom des créateurs. Donc Disney, c'est peut-être l'un des premiers effectivement à se faire un nom réellement en tant que tel, en tant que créateur, plus célèbre ou au moins aussi célèbre que celui de ses créatures, disons. Au Japon, les noms des créateurs sont beaucoup moins connus, mais il y a des figures importantes, bien sûr. On parlait des 3 premiers pionniers tout à l'heure dans les années 1917. Donc c'est Shimokawa, Kouchi et Kitayama, qui sont donc les uns et les autres donc des pionniers à leur propre hauteur. Et puis il y a une deuxième génération qui commence à travailler dans les années 20 et qui va travailler de façon plus longue, qui va travailler sur plusieurs décennies, au moins 10, 20, parfois 30 ans, en animation. Lorsqu'il s'agit de
de citer quelques noms à minima. Il y en aura d'autres, bien sûr, qu'il faudrait retenir, mais moi j'ai l'habitude effectivement de mettre en avant au moins 2 noms. Ce sont donc les noms de Ōfuji Noburo, qui a commencé dans les années 20, qui s'est formé auprès de Kouchi et qui donc a développé sa propre technique de papier découpé, qui a fait beaucoup de films d'animation en silhouette, aussi des films d'animation en cellulo, qui a créé son propre studio, qui a travaillé tout seul, en solitaire. Et c'est d'une certaine manière le premier auteur de l'animation japonaise à avoir été identifié, en tout cas diffusé à l'étranger, puisqu'on sait qu'au moins un de ses films a été montré en France dans les années 20, et que par ailleurs, certains de ses films après-guerre ont été montrés à Cannes notamment, ou à Venise, en compétition. Voilà. Donc Ōfuji, ça c'est un des grands noms. Il a développé d'ailleurs ses propres techniques également donc, dans l'animation de cellophane coloré pour amener la couleur au film de silhouette. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et puis l'autre nom c'est Masaoka Kenzo, donc, qui est un des très grands cinéastes de dessin animé au Japon, de l'avant à l'après-guerre, et qui d'une certaine manière a jeté les bases du dessin animé tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que un certain nombre de grandes figures du dessin animé au Japon contemporaine peuvent être rattachés dans leur parcours et dans leur filiation à ce qu'a mis en place Masaoka en termes de langage du dessin animé dès l'avant-guerre. Voilà. Merci beaucoup, Ilan. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour parler de la suite, de la période charnière que constituent les années 30 dans le monde de l'animation au Japon. À bientôt.